Bonjour. Euronumérique, quels enjeux? Je suis absolument ravie de coordonner cette table ronde et un superbe plateau pour traiter d'un sujet important qui au départ est effectivement compliqué, comme tout ce qui est, je crois, monétaire et financier. Mais on a vraiment un panel qui va nous permettre de traiter, je crois, par ses différents aspects, ce sujet qui va, dans les années à venir, je crois aussi, prendre une place croissante. Alors, Thomas Argente nous a concocté, si je puis dire, ces différents points de vue et a choisi les gens qui allaient intervenir. Je suis d'autant plus ravie de modérer personnellement cette table ronde parce qu'il y a maintenant un peu plus de 3 ans, je rendais un rapport sur les enjeux des blockchains en tant que présidente d'un groupe de travail de France Stratégie, et l'une de nos préconisations était effectivement la création d'un euro numérique. Alors, on va maintenant voir dans quelle mesure tout ça correspond à ce dont nous avions rêvé. Mais pour cela, juste 3 mots avant de laisser la parole aux intervenants. Donc, comme presque 9 banques centrales sur 10 à travers le monde, la Banque centrale européenne réfléchit à la création d'une monnaie numérique de banque centrale. Créer un euro numérique soulève un certain nombre de questions que justement nous allons pouvoir envisager à travers des regards croisés à la fois du banquier central, d'un intervenant classique du secteur financier, un banquier, de ce qu'on appelle un représentant des fintech, et enfin d'un universitaire. Et pour ça, évidemment, la première question, c'est un euro numérique, au fond, qu'est-ce que c'est? De quel euro numérique parle-t-on? Quel calendrier pour cet euro? À quoi il peut bien servir? Et je crois qu'on ne pouvait pas avoir mieux que Nathalie Auffauvre pour nous présenter ces différents éléments. Elle est directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France. Nathalie, vous avez la parole. Merci beaucoup, Joël. Merci pour cette introduction. Effectivement, je vais essayer d'expliquer un peu de quoi on parle avec cet euro numérique, parce que finalement, quand on parle de l'euro numérique ou de toutes ces monnaies numériques, ça pose la question, c'est quoi la monnaie finalement, hein? On l'utilise tous les jours, mais il faut revenir au principe. Alors, hop, pardon. Alors j'en profite, j'ai oublié de préciser que tous les intervenants ont 10 minutes chacun pour qu'on puisse ensuite débattre à partir de ces différents points de vue et à partir des questions qui pourraient surgir et des questions de la salle ou en ligne. Voilà, alors simplement ce schéma, j'espère pas trop compliqué, mais comme Joël l'a dit, la monnaie c'est toujours un peu compliqué, pour essayer de dire de quoi on parle. Donc dans ce schéma, c'est pour dire c'est quoi une monnaie numérique de banque centrale, puisque aujourd'hui on émet de la monnaie. Alors à gauche, en jaune avec les caractères blancs, c'est la façon dont on émet la monnaie aujourd'hui pour le grand public, c'est-à-dire en fait les billets de banque que vous avez dans vos poches. Je ne sais pas pourquoi, c'est parti tout seul. Oula. Je vais le poser là, ce sera mieux. Une autre forme de monnaie de banque centrale émise par donc, la banque centrale, c'est l'argent, les comptes détenus par les banques commerciales auprès de la banque centrale. Voilà, toutes les banques ont des comptes ouverts auprès de la banque centrale et les avoirs qu'elles ont sur ces comptes à la banque centrale, c'est aussi de la monnaie émise par la banque centrale. Et puis après, les banques commerciales utilisent ces ressources auprès de la Banque centrale pour créer de la monnaie. Elles créent de la monnaie au moment notamment où elles prêtent de l'argent aux agents économiques, aux entreprises, aux ménages. Et dans ce processus de création monétaire, cette fois-ci, c'est de la monnaie commerciale, la monnaie de banque commerciale qui est créée. Donc, quand on veut émettre de la monnaie numérique de banque centrale, de quoi parle-t-on? Eh bien, l'idée, pour la partie grand public, ce serait de remplacer les billets de banque que vous utilisez aujourd'hui, ou les pièces de monnaie, par une forme numérique de cette monnaie émise par la Banque centrale et qui serait donc mise à disposition du grand public. Mais quand on regarde de l'autre côté, donc la partie droite, qu'est-ce que serait la monnaie numérique de banque centrale interbancaire, donc utilisée par les banques commerciales, puisqu'aujourd'hui elles ont déjà de la monnaie en compte qui est déjà sous une forme électronique.
Eh bien là, on fait appel aux nouvelles technologies et on se demande, est-ce que cette monnaie de banque centrale, aujourd'hui mise à disposition des banques et qui circule dans des espèces de plateformes centralisées, des infrastructures centralisées qui permettent de faire les paiements aujourd'hui, est-ce que cette monnaie numérique pourrait être mise à disposition des banques commerciales ou des acteurs financiers sur des blockchains, donc des nouvelles technologies? Voilà de quoi on parle quand on parle de cette monnaie numérique de banque centrale. Alors, pour expliquer un petit peu pourquoi on en parle... Ah. Je veux bien que vous passiez la slide suivante. Voilà. Il faut rappeler quand même les enjeux aujourd'hui des paiements, avec beaucoup d'évolutions extrêmement rapides. Je les cite rapidement. Bien sûr, c'est la digitalisation, la numérisation de l'économie, qui n'épargne pas les moyens de paiement. Donc, de plus en plus, tout le monde souhaite payer avec des moyens de paiement numérisés. Et la crise récente sanitaire a accéléré le processus. À cela se combine bien, c'est évidemment lié, le fait qu'on utilise de moins en moins de cash. Les billets de banque, c'est à peu près moins 20% pendant la crise sanitaire d'usage. Donc, c'est des évolutions extrêmement rapides. Troisième élément, on a des grands nouveaux acteurs qui arrivent sur ce marché, en particulier les fintech, mais aussi les big tech, donc les grands réseaux sociaux ou les grands acteurs du monde du retail. Et puis, c'est vraiment un élément aussi accélérateur, c'est le fait qu'apparaissent des nouveaux types d'actifs, donc les cryptos, que nous ne considérons pas comme de la monnaie, nous, puristes, banque centrale. Donc, ce sont des actifs virtuels émis par on ne sait pas qui ne créent pas une créance sur des personnes identifiées, mais qui viennent s'ajouter à ces nouveaux actifs qui pourront voir le jour peut-être les monnaies numériques de banque centrale. Donc, quels sont les enjeux pour nous, très importants? Eh bien, le premier enjeu, c'est bien sûr de préserver la souveraineté monétaire. Il est très important que l'euro, notre monnaie, qui est un bien public pour l'ensemble des pays de la zone euro, reste l'ancrage du système monétaire européen et que l'euro ne se trouve pas de moins en moins utilisé avec l'arrivée d'autres formes numériques de monnaie. Le deuxième enjeu, bien sûr, pour nous, en tant que Banque centrale, c'est d'assurer l'accessibilité des moyens de paiement du quotidien à tous les citoyens européens. Donc, le problème de l'accessibilité et de l'inclusion. Troisième enjeu, eh bien, des enjeux de stabilité financière, parce que les monnaies, crypto-monnaies ou actifs virtuels sont émis par des entités privées non régulées. Donc, quelle est la solidité de ces entités et que deviennent ces actifs? Et enfin, néanmoins, quatrième enjeu, qui ne doit pas être oublié, qui est très important pour nous néanmoins, c'est de soutenir l'innovation. L'innovation, mais dans un cadre de confiance, c'est-à-dire que les innovations doivent permettre d'offrir des moyens de paiement à l'ensemble du public qui soient sûrs et sécurisés. Alors, à partir de là, vous voyez où je veux en venir avec la slide suivante. Voilà. On a donc des cas d'usage de cette monnaie numérique qui apparaissent. Alors, qui apparaissent à gauche, dans le cercle gauche, concernant la monnaie numérique pour les paiements du quotidien, ce qu'on appelle la monnaie numérique de banque centrale de détail, ou retail en anglais. Et là, donc, comme je l'ai cité, c'est une substitution du billet de banque. Mais attention, notre objectif n'est pas de faire disparaître les billets de banque, mais d'apporter aux citoyens un autre moyen de paiement sous forme numérique, puisque de plus en plus, il y a une demande pour des moyens de paiement numériques. Le billet de banque, il existe depuis plus de 200 ans. On peut penser qu'à l'avenir, ce ne sera pas forcément la seule forme de support de la monnaie émise par la Banque centrale. Et puis, c'est un facteur donc d'innovation, comme je l'ai dit. Après tout, le billet de banque permet un certain nombre d'usages. On peut penser
qu'une forme numérique de la monnaie de banque centrale, qui est l'actif le plus sûr, hein, puisqu'il est émis par la Banque centrale et qu'il constitue l'encre du système monétaire, puisqu'il permet une conversion 1 pour 1 à tout moment avec les dépôts que vous avez dans une banque commerciale. Eh bien, cette encre monétaire, il faut qu'elle puisse, en ayant une forme numérique, offrir des nouveaux usages. Après, cette fois-ci, si on regarde la partie droite donc, des cas d'usage avec la monnaie numérique de banque centrale interbancaire, wholesale en anglais, eh bien là, il s'agit de voir comment toute cette innovation extrêmement rapide qui se fait dans le monde des cryptos et dans le monde des acteurs, des nouveaux acteurs financiers, comment la monnaie numérique de banque centrale pourrait continuer à être utilisée parce que justement, il y a un enjeu de préservation de l'euro comme monnaie principale utilisée. Et donc, comment on pourrait apporter l'euro sous une forme numérique dans cette finance décentralisée. Et enfin, bien sûr, il s'agit d'apporter aussi une forme numérique qui soit sécurisée et donc avec tous les requis, les standards que nous imposerions à cette monnaie numérique. Enfin, un dernier point important, c'est aussi améliorer les paiements transfrontaliers qui aujourd'hui ne sont pas, pour les paiements en tout cas des particuliers, ne sont pas très efficaces et peut-être que la monnaie numérique de banque centrale pourrait améliorer cela. Voilà, je m'arrête là. Le calendrier peut-être ? Voilà. Le calendrier, voilà. Voilà, exactement. Donc le calendrier, donc slide suivante. Le calendrier, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé le 14 juillet dernier de lancer une phase d'investigation. Ça veut dire quoi? Une phase d'analyse approfondie pour identifier les cas d'usage qui seraient décidés en priorité. Décider aussi les fonctionnements technologiques, donc basés sur un prototype, basés sur des prototypes que l'on va mener. Et finalement, tout ça nécessite quand même beaucoup de travail parce qu'il y a une partie légale aussi. Et donc, cette phase d'investigation est prévue pour 2 ans. Et c'est seulement à l'issue de 2 ans que sera prise la décision éventuelle de lancer ou pas un euro numérique. Voilà. Merci beaucoup Nathalie. Je vais me tourner maintenant vers Benoît de la Chapelle. Il est directeur des affaires publiques du groupe BPCE et conseiller du président. Finalement, Nathalie nous a planté le décor, si je puis dire, du projet de création d'un euro numérique, mais elle nous l'a dit elle-même, il y a encore un certain nombre de sujets. Le sujet se prépare, et tout n'est pas décidé, et fondamentalement, on l'entend ici et là déjà, les intérêts ne sont pas totalement alignés. Nous allons donc voir, pour un banquier, ce que sont les interrogations, ces interrogations, les points forts, les points faibles, et peut-être même ses préconisations. Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup. Est-ce que les intérêts ne sont pas alignés? En tout cas, les objectifs le sont. Je reprends ce que vient de dire Nathalie. Coexistence avec l'argent liquide, ne pas nuire à la stabilité monétaire et financière et promouvoir l'innovation et l'efficacité. On est évidemment aligné là-dessus. Moi, je représente un peu ici le secteur bancaire. Nous, notre question, mais comment on s'insère là-dedans? On a retenu plusieurs points. D'abord, il n'y a pas forcément de consensus entre les banques centrales. Là, il y a la Banque d'Angleterre, il y a la Fed, il y a la Banque de France, il y a la Banque centrale européenne. Chacun a des petites différences. Et nous, on doit essayer de savoir où est-ce qu'on va, puisqu'il s'agit de notre business model. Donc, la première question, c'est où va le consensus des banques centrales? Nous, on a l'impression qu'il y a un consensus qui est très important pour nous, c'est la préservation de ce qu'on appelle l'intermédiation bancaire, c'est-à-dire la préservation du rôle des banques, ou du moins d'un certain rôle des banques, et c'est là où, évidemment, se posent plusieurs questions pour les banques. C'est quoi le rôle des banques aujourd'hui, dont on a l'impression que les banques centrales ne veulent pas se substituer aux banques là-dessus? Il y a la lutte contre la prévention du blanchiment, ce qu'on appelle le Know Your Customer, c'est-à-dire s'assurer de l'intégrité du système pour pas qu'il y ait
du financement du terrorisme, du blanchiment d'argent sale. C'est aussi tous les sujets liés à la relation avec le client final, d'où servons des prêts à l'économie, d'où faisons la gestion des comptes courants. Je crois qu'il y a un relatif consensus à ce que les banques centrales ne se substituent pas sur ces sujets aux banques commerciales. Néanmoins, on a l'impression qu'il y a un certain nombre de questions qui doivent être résolues durant cette fameuse phase d'investigation de 2 ans, et aujourd'hui, ce n'est pas clair. On comprend qu'il y aura toujours de la monnaie dite commerciale, la monnaie ordinaire sur notre compte bancaire, mais en même temps, en plus, à côté, la monnaie digitale qui sera une sorte de nouvelle monnaie à côté. Comment les deux vont s'articuler? Quelles vont être les conséquences là-dessus sur les dépôts bancaires? Donc normalement, les dépôts bancaires normaux vont baisser. Si ces dépôts baissent, les dépôts, ils nous servent à prêter de l'argent à l'économie. Si on a moins d'argent, on a peut-être des capacités à prêter moins grandes. De la même manière, en France, il y a une spécificité qui est très importante, qui est que nous prêtons à taux fixe pour le crédit immobilier, à taux fixe et à long terme jusqu'à 25 ans. On peut le faire parce qu'on a des dépôts à vue importants qui sont à taux fixe. Si ces dépôts sont siphonnés par cette monnaie banque centrale, est-ce que ça ne remet pas en cause notre modèle de financement du crédit immobilier? C'est un exemple parmi plein d'autres, mais qui montre que le monde qui vient avec l'euro digital va changer énormément de règles du jeu en matière d'équilibre financier et en matière prudentielle. Dans ce cadre-là, la profession, elle a une seule volonté, c'est d'être associée le plus étroitement possible aux travaux sur l'euro digital, parce que, comme l'a dit Nathalie, on est là aussi pour inventer de l'innovation, des nouveaux business models, mais encore faut-il savoir sur quoi on va se pluguer. Aujourd'hui, c'est un peu protéiforme. Et plus tôt on a une vision des sujets, mieux on peut s'adapter. Je le dis devant Nathalie parce que nous travaillons très bien sur la place de Paris avec la Banque de France. On s'entend, on se comprend peut-être par la proximité d'une banque centrale française et des établissements français, mais l'univers européen que j'ai bien connu, il est beaucoup plus opaque, avec une banque centrale européenne dont on ne comprend pas toujours comment elle compte interagir et comment elle va travailler. Et de ce point de vue-là, sur la stabilité financière notamment, on ne sait pas la manière dont la Banque centrale européenne, qui est notre superviseur, c'est celui qui nous dit ce que nous devons faire, on ne sait pas exactement ce qu'elle pense. Ce qu'on sait, c'est qu'elle nous a dit qu'elle avait des idées et qu'elle nous en ferait part en temps utile. Mais le temps de l'administration n'est pas forcément celui des banques, c'est-à-dire des activités privées. Et là, il y a une vraie question. Merci beaucoup. On a donc effectivement les lieux où se posent un certain nombre de questions pour les acteurs actuels. Acteur historique, si je puis dire. Monsieur Ouramdam, nous avons avec vous un représentant de ce qu'on appelle les fintech, ou d'autre part, c'est le monde financier est tellement particulier qu'il s'est inventé un nom pour ses startups à lui. Et ça s'appelle des fintech. Alors, après, donc Nathalie avait parlé tout à l'heure dans sa présentation du fait des crypto-monnaies et des actifs nouveaux qui apparaissaient et qui étaient privés. Il y en a une catégorie particulière que vous connaissez particulièrement bien, c'est ce qu'on appelle les stablecoins. Vous allez nous en dire 10 minutes de mots, si je puis dire. Vous êtes donc un entrepreneur récidiviste dans le digital, cofondateur d'une société qui a émis un stablecoin euro. La crypto-monnaie anti-volatilité, disent certains, en mars dernier, avec des actionnaires et des partenaires prestigieux comme Casino, la Société Générale ou Tezos du côté technique.
Et donc vous allez nous expliquer à quoi ça sert, à quoi ça peut servir, et quel est le modèle économique envisagé. Ceci est d'autant plus important qu'aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, les stablecoins principaux et les plus nombreux sont en dollars américains. Donc vous êtes l'un des rares en euros. Et certains observateurs comme moi-même considérons que les stablecoins en dollars peuvent être un relais de la dollarisation de l'économie. Donc quelque chose qu'il faut regarder de près. Je vous donne la parole. Bonjour, merci beaucoup de me donner la parole. Alors, je vais être plus sur le mode du témoignage, effectivement, pour vous raconter un petit peu comment est venue cette idée d'émettre un stablecoin euro qui s'appelle le LUG, et un peu comment ça s'est passé et le mécanisme qu'on a mis en place pour pouvoir le faire dans le cadre le plus sûr, un cadre de confiance pour tous les partenaires et tous les usagers de cet actif numérique. Donc l'histoire, elle date. Si l'émission a eu lieu en mars dernier, l'émission primaire, l'histoire date plutôt de 2 ou 3 ans, puisqu'on voyait cette révolution blockchain et cette révolution des crypto-monnaies en train de prendre de l'ampleur, avec finalement beaucoup de cas d'usage qui sont permis par ces technologies décentralisées, ce qu'on appelle les applications décentralisées, avec l'émergence, je vais encore employer un terme barbare, mais je pense que c'est important d'avoir en terme ce lexique, les smart contracts, donc des contrats à exécution automatique qui permettent d'exécuter automatiquement dans la blockchain un certain nombre d'opérations et d'instructions. Et on voyait beaucoup de choses arriver. Alors la tokenisation, c'est la capacité qu'on a de transformer un actif du monde réel, si je veux dire, en un actif dans la blockchain qui va pouvoir être échangé de pair à pair. On voyait donc ces applications décentralisées aussi émerger avec des idées d'avoir des contrats d'assurance, par exemple, à exécution automatique, qui pourraient verser les primes d'assurance en cas de sinistre, sans qu'il y ait d'intervention humaine, sans qu'il y ait de besoin de centralisation. Mais en fait, tout ça, ça a chopé quand même sur une question, c'est comment on transfère de la valeur, finalement, à l'intérieur de la blockchain. Et ces smart contracts, ces histoires de tokens, ça se heurtait à l'idée qu'à la fin, quand il y a une transaction, quand il y a un versement de valeur, si on regardait, à l'époque, ça devait être fait en crypto-monnaie. Donc, je ne sais pas si vous voulez vous faire verser votre prime d'assurance en Bitcoin ou en Ether, avec la volatilité qui va avec. Et donc, l'idée d'avoir une unité de valeur, finalement, dans la blockchain qui puisse circuler avec tous les attributs d'une crypto-monnaie, d'un actif numérique, mais en étant ancré sur la valeur qui est celle du monde du quotidien, donc chez nous, l'euro, a commencé à émerger dans nos esprits d'entrepreneurs, et on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire de ce point de vue-là. Et donc on a commencé à creuser le sujet, et il nous est apparu assez vite qu'effectivement il y avait un phénomène important qui était en train de se passer, c'est l'émergence des stablecoins dollars, qui aujourd'hui représentent en capitalisation, en market cap, comme on dit, des centaines de milliards de dollars. On parle de sommes extrêmement considérables, et qui s'étaient développées très vite au sein de la communauté des crypto-enthousiastes, des gens qui investissent sur les crypto-monnaies, qui construisent des produits à partir des crypto-monnaies, parce que ça leur permettait, quelque part, dans un premier temps, de s'échapper, quand ils le veulent, de la volatilité des cryptos. Le Bitcoin, ça varie beaucoup, l'Ether et les autres cryptos encore plus. Et donc avoir un stablecoin dollar, ça permet de sortir d'une position très volatile pour être sur une position qui est stable par rapport au dollar. Mais le dollar, ça ne vous a pas échappé, lui, il n'est pas stable par rapport à l'euro. Donc il n'y avait pas vraiment de solution pour stabiliser sa position par rapport à l'euro. Et donc on s'est dit, finalement, le besoin, il existe, on le voit. Il y a quand même des gens qui
qui sont sur ce marché des crypto-monnaies qui n'ont pas leur vie quotidienne en dollars, qui ne sont pas dans la zone dollar. Et donc, il y a besoin d'un instrument pour pouvoir avoir l'équivalent d'un stablecoin dollar en euros. Et donc, on a décidé de créer cet objet-là. Et là, dans la réflexion, ça a été assez intéressant de voir qu'en France, on s'était doté d'un certain nombre de dispositifs réglementaires et législatifs qui permettaient d'envisager la création de cet objet sous forme d'actifs numériques, donc grâce à la loi Pacte. Et donc on a construit un dispositif qui aujourd'hui est totalement fonctionnel, donc depuis mars dernier, qui consiste à émettre un jeton sur la blockchain. En l'occurrence, c'est la blockchain Tezos, c'est une blockchain d'origine française. Donc on a voulu, on s'est rapproché de ces gens-là pour pouvoir le faire. Et donc quand on émet un jeton, en fait, on va systématiquement abonder un compte spécifique, un compte de réserve, qu'on appelle un compte de réserve dans un établissement bancaire. Donc en l'occurrence, c'est la Société Générale. De manière totalement transparente, puisque tout ça est audité par KPMG, une firme de premier plan, qui peut attester tous les mois qu'il y a bien vraiment autant d'euros dans ce compte de réserve que de jetons qui circulent sur la blockchain, pour que les détenteurs de ces jetons soient rassurés sur un mécanisme qui permet d'assurer une parité quelque part entre ce qu'ils détiennent et 1 euro. Et donc ce mécanisme, on l'a présenté aux régulateurs, à l'AMF, à la CPR. On a aussi convenu d'une stratégie de distribution. Et là encore, ce qui avait été mis en place pour un peu encadrer tout ce qui se passe autour des cryptos en France a été très utile, puisque on a choisi comme partenaire le broker de crypto-monnaie qui s'appelle CoinHouse, qui a été le premier à obtenir l'enregistrement PSAN, donc qui est ce dispositif qui permet d'encadrer les prestataires de services en actifs numériques. Et donc aujourd'hui, le LUG est distribué exclusivement à travers CoinHouse, donc qui fait le KYC, qui fait toutes les vérifications pour la lutte anti-blanchiment, la lutte contre le terrorisme, qui sont bien justement documentées dans cette réglementation PSAN, pour que les clients finaux puissent acquérir du LUG et disposer de la même capacité qu'ont leurs petits collègues sur la zone dollar, de pouvoir sortir de la volatilité des crypto-monnaies quand ils le souhaitent et au moment où ils le souhaitent. Donc on essaye de proposer cet équivalent-là, et c'est une première étape, puisqu'après on a pas mal d'autres projets, puisqu'à partir de cette infrastructure de stablecoin, justement on ouvre le champ des possibles dans ce que j'évoquais tout à l'heure, l'émergence de la finance décentralisée, peut-être même des moyens de paiement de demain qui ont été évoqués. Et chez LUG, on ne veut pas se cantonner à un usage des stablecoins uniquement pour cette communauté des crypto-traders, qui, même s'ils sont fort sympathiques, ne représentent qu'une petite fraction de la population, mais bien aller vers le grand public. Et ça va vers ce que je disais tout à l'heure, pouvoir mettre ce qu'on appelle la patte cash. Alors c'est un terme un peu barbare, mais dire que dans une transaction avec un actif tokenisé, finalement, on pourrait être payé en stablecoin, et donc toute la transaction peut avoir lieu sur la blockchain, ce qui permet d'être beaucoup plus efficace. Et demain, pouvoir aussi créer des moyens de paiement du quotidien qui pourraient être très spécifiques grâce au smart contract, justement, et qui pourraient finalement embarquer à l'intérieur du moyen de paiement d'autres caractéristiques. Alors, on parle de paiement dirigé, par exemple. C'est-à-dire qu'avec le même moyen de paiement, vous ne pouvez payer que dans certains endroits. Ou alors, nous, c'est une application sur laquelle on réfléchit beaucoup, le paiement qui embarque les programmes de fidélité. C'est pour ça que vous avez cité que Casino était au capital de LUG, et c'est justement dans cette réflexion-là de dire que demain, avec un stablecoin, vous pouvez
avoir des mécanismes en exécution automatique qui font que lorsque vous payez, on va reconnaître où vous payez, si vous êtes un client fidèle, si vous avez le droit à des avantages, et que tout ça va s'automatiser et se mettre en branle de manière totalement automatique sans que vous ayez à sortir une des 10 cartes de fidélité que vous avez en moyenne dans votre portefeuille en France. Merci beaucoup Olivier. Juste une question, parce que finalement, je n'ai pas compris. Quel était votre modèle économique? Est-ce que c'est une commission sur les transactions? Oui, aujourd'hui, dans le modèle actuel avec CoinHouse, ce qui fait la rémunération de luxe, c'est effectivement la perception d'une commission quand il y a une transaction qui implique ce stablecoin. Ok, merci. Alors, on va finir ce tour de table avec Julien Prat. Donc, Julien est directeur de recherche au CNRS en économie, rattaché à l'Institut Polytechnique de Paris. Il a commencé à s'intéresser au blockchain il y a 5 ans, dès 2017, puisqu'il a été un des premiers il y en avait quelques-uns, mais très peu de cours sur ce sujet en France. On était très en retard en 2017 de ce point de vue-là. Il y a des cours nulle part, en fait. Comment? Ah non, il y en avait beaucoup aux États-Unis. À l'époque, j'en avais fait la recension, c'était assez inégal. Mais bon, vous êtes porteur aussi d'une chaire académique donc, sur blockchain et plateforme que vous faites avec Daniel Ogo qui est à l'INRIA et financé par Capgemini. Et je crois que vous allez... Comment? Et Tezos aussi, d'accord. Alors Tezos cherche de plus en plus à se peindre en français, puisqu'ils sont quand même suisses malheureusement. Il y a quelques origines à l'INRIA de travaux de recherche. Ils ont absolument. Voilà. La communauté des développeurs Camel est quand même très française. Mais donc, je crois qu'effectivement, vous avez une vision globale finalement des différents éléments que vous allez nous proposer maintenant. Et je vous donne la parole. Je vous remercie pour cette invitation. Donc, je voudrais préciser, donc la chaire, en fait, effectivement, a été fondée par Capgemini, mais maintenant, on a 2 nouveaux sponsors, donc Tezos et la Caisse des dépôts et consignations. Juste pour... c'est très récent. Donc, je suis ravi d'intervenir après M. Ouramdan, parce que je vais aussi insister sur le caractère fondamental de l'innovation financière. Je vais utiliser mon temps de parole pour plaider en faveur de la création d'un euro digital, enfin numérique, interbancaire, de gros, réservé aux acteurs financiers. Et donc, si on se réfère au dernier rapport de la Banque centrale, l'introduction d'un euro numérique est justifiée par 7 critères qui sont bien distincts, qui vont de l'efficience écologique à la souveraineté monétaire, comme vous en avez déjà parlé. Une lecture, alors on ne peut pas rentrer dans chaque point, mais une lecture attentive de cette liste suggère qu'elle est motivée par 2 objectifs. D'une part, un objectif de long terme visant à répondre aux nouvelles attentes des citoyens en termes de paiement, donc des paiements de plus en plus numérisés, mais aussi un objectif de court terme qui est de se mettre à jour, de suivre une concurrence et une innovation de plus en plus effrénée au niveau international, avec la peur, en fait, finalement, d'accumuler un retard technologique difficile à combler dans les années à venir. Et c'est sur ce point que je vais focaliser mon intervention, car je crois effectivement qu'il y a une urgence à passer de la phase d'expérimentation à la pratique, comme vous le faites, parce que sinon l'Europe risque d'accumuler une dette technologique comme elle l'a fait dans plein d'autres secteurs, comme on le voit bien sur Internet où on n'est pas réellement présent. Toutes les grosses entreprises sont aux États-Unis. On est dans un contexte où moi je partage la conviction que les systèmes financiers sont à l'aube d'un bouleversement majeur et qu'on ne les reconnaîtra pas d'ici 10 à 20 ans. Et en fait, on n'a pas réellement besoin de consulter des futurologues pour voir ce qui va se passer. Il suffit de regarder ce qui se passe dans l'univers de la crypto, où l'innovation est faite à un rythme réellement effréné. Les choses changent d'une année sur l'autre réellement. Tout le monde parle de la finance décentralisée, mais il faut réaliser que la finance décentralisée a été créée en 2018-2019. Donc, c'est déjà à la une de The Economist, mais ça n'existait même pas il y a 2 ans. Donc, c'est ce rythme-là d'innovation dont on parle. Et alors, aussi pour éviter tout malentendu, je ne suis pas en train de dire que les cryptos feront l'épine dorsale du système financier de demain. Même si je n'insulterai pas l'avenir en excluant ce scénario, je pense que c'est difficile à savoir. Par contre, ce qui me semble certain, c'est que les innovations qui sont développées dans cet univers vont finir par se diffuser à l'économie traditionnelle et à la finance traditionnelle. Et face à un tel constat, de mon point de vue, la question est de savoir comment l'Europe peut passer de largement spectatrice, alors ce n'est pas exactement le cas puisque vous êtes en train d'innover, mais on est quand même
très en retard par rapport aux Américains et même à l'Asie, et devenir partie prenante dans ces bouleversements. Et de ce point de vue-là, je pense que les banques centrales ont un rôle central à jouer dans ce pivot technologique. Elles peuvent et elles doivent agir comme des catalyseurs, particulièrement à travers la mise à disposition d'un jeton numérique d'euros. Donc de nombreuses entreprises, et ça va des grandes banques aux startups, sont dans les starting blocks. Enfin, vous êtes déjà partis, c'est bien, félicitations. Et elles sont en train d'élaborer des technologies innovantes, mais aussi des procédures en accord avec la réglementation. Donc la crypto, c'est pas seulement des gens qui veulent faire tout à la marge. Il y a aussi, ça c'est né comme ça, mais ça ne veut pas dire que ça restera comme ça. Et ce que j'ai compris, c'est que vous avez trouvé un espace, grâce à la loi Pacte, un espace réglementaire. Car, faute d'une monnaie fiat réellement numérique, actuellement, ces entreprises innovantes ne peuvent déployer que des versions assez abattardies de leurs projets. En gros, pour faire simple, elles ont le choix entre utiliser des stablecoins, avec toute la complexité que ça implique et le risque d'être en porte-à-faux vis-à-vis de la réglementation, donc c'est les enjeux auxquels vous faites face, ou à sacrifier l'efficience de leur solution en s'appuyant sur un système de paiement traditionnel, ce qui effectivement ralentit. En fait, ce serait beaucoup plus pratique si tout était gétonisé directement dans la blockchain, comme vous l'avez expliqué. Donc la création d'un euro numérique de gros résoudrait ce dilemme et elle offrirait un espace d'innovation, un avantage compétitif aux entreprises européennes. Donc de mon point de vue, l'avantage d'introduire un euro de gros, c'est de permettre de juguler le recours aux stablecoins complètement sauvages. Donc comme on le voit aux États-Unis, il y en a plein qui sont créés réellement à la marge. Permettrait aux entreprises européennes de combler une partie de leur retard technologique en offrant un cadre propice à l'innovation. Et finalement aussi, ça ouvrirait la voie à la création d'un euro numérique de détail pour tout le monde, en limitant les risques technologiques liés à son lancement. Parce qu'en fait, on aurait cette phase de test sur l'euro de gros qui après servirait pour le lancement d'un euro de détail qui a une taille beaucoup plus large. Donc avant de conclure, je voudrais souligner une chose, que les banques centrales européennes ne peuvent pas se contenter de suivre le rythme impulsé par leurs homologues. Parce qu'en fait, de mon point de vue, la position des régulateurs américains est beaucoup plus confortable que la nôtre. Parce que, tout simplement, pour une raison très simple, l'innovation crypto est largement portée par leurs entreprises. Donc, ils peuvent, pour l'instant, être assez passifs parce qu'ils savent très bien que si un jour, ils devront trouver un accord, eh ben, ils pourront le trouver avec les entreprises qui sont aux États-Unis et ça leur permettra, dans tous les cas, de préserver, voire même de renforcer leur contrôle sur les systèmes financiers internationaux. Et donc, cette option ne sera pas disponible en Europe tant que nous n'aurons pas réduit notre dette technologique vis-à-vis des États-Unis. Donc, je pense il faut se garder une certaine forme de naïveté qui consisterait à penser que les banques centrales européennes et américaines font face au même dilemme. Je pense qu'on est dans une situation technologique beaucoup plus faible. Et donc, pour résumer, il me semblerait crucial de ne pas se contenter d'une stratégie à long terme, qui est louable. C'est-à-dire mettre bien qu'est-ce qu'on veut faire avec un euro, qu'est-ce qu'on veut faire à long terme. Mais il faut aussi accompagner cette stratégie d'une tactique à court terme qui vise à combler notre retard technologique. Donc, il y a donc d'après Sun Tzu, on a cette phrase selon laquelle la stratégie sans tactique est le chemin le plus long vers la victoire. D'accord, c'est ce qui est dit dans son art de la guerre. Et en fait, moi j'ai peur que ce délai qu'on risque de prendre soit tel qu'à la fin, on arrivera encore une fois, comme on l'a vu dans d'autres secteurs, à plus combler la dette technologique vis-à-vis des Américains. Et dans un secteur qui est plus stratégique que, d'ailleurs, probablement juste l'Internet, puisque là, on parle réellement du contrôle des systèmes de paiement. Et voilà. Et donc, je pense que dans cette course qui est déjà engagée, le lancement d'un euro numérique de gros permettrait au moins aux entreprises européennes d'avoir un avantage, un espace d'avantage comparatif et de combler potentiellement une partie de ce retard. Merci beaucoup. J'ai 2 ou 3 questions, dont une qui est arrivée sur mon iPhone qui vient de l'un d'entre vous à distance. Juste si je rebondis sur cette question, est-ce que, Nathalie, il y a une chance qu'un euro de gros arrive avant 5 ans Est-ce qu'il pourrait y avoir des phases intermédiaires? Puisque c'est un peu... Je crois que je relais votre question. Est-ce qu'on a une chance que ça se produise ou bien non, c'est vraiment déjà vite? Je pense que ce sera difficile avant 5 ans. En fait,
Nous travaillons à la Banque de France et certaines autres banques centrales de l'eurosystème sur cette question de l'euro de gros, et on a mené des expérimentations depuis mars 2020, pas mal d'expérimentations avec plein d'acteurs pour tester sur différents types de blockchain le fait de mettre la monnaie de banque centrale sur la blockchain. Donc c'est vrai que c'est très intéressant, il y a encore pas mal de sujets à régler. Mais l'émission d'une monnaie numérique de gros, comme pour la monnaie numérique de détail, nécessite d'une part qu'on ait mis en place la solution technologique. Or, il y a une question de mise à l'échelle et de... Bon, voilà, il y a donc l'aspect technologique, mais il y a aussi des aspects juridiques qui sont assez importants, puisqu'aujourd'hui, on ne peut émettre l'euro que dans le cadre du traité européen et qui ne prévoit pas cette forme numérique. Alors, c'est vrai que pour l'aspect de gros, on a déjà une forme de monnaie électronique, donc c'est peut-être plus facile. Mais comme vous le savez, le Conseil des gouverneurs a décidé de commencer par la monnaie numérique de détail, donc à l'inverse, parce que là aussi, il y a des enjeux très importants, parce que finalement, on est confronté à cette évolution très rapide de l'innovation, à la fois dans le paiement de détail, puisqu'on a eu des projets très concrets, pour ne pas le citer, de Facebook, pour émettre un crypto, donc un crypto qui permettrait de payer dans les paiements de détail. Et puis, il y a les enjeux de la finance. Il y a cette question donc sur la partie citoyen qui est quand même très importante. Puisque par ce biais-là aussi, on peut avoir une forme de dollarisation, voire autre forme, c'est-à-dire des cryptos, qui peut aller très rapidement avec les effets énormes de ces réseaux sociaux qui peuvent toucher des consommateurs dans le monde entier. Donc on a fait le choix de commencer avec la monnaie digitale de détail, mais en parallèle, nous travaillons sur la monnaie numérique de gros. Bon, on est des animaux un peu lents, mais parce que émettre une nouvelle forme de monnaie publique, c'est pas simplement une question technologique, ça pose beaucoup de questions de politique monétaire, du rôle des banques commerciales, comme ça a été souligné. Et je pense que c'était très bien d'avoir tous les interlocuteurs ici dans le panel, parce qu'on voit que du point de vue des banques commerciales, et je pense que le problème, c'est pas seulement la monnaie numérique de banque centrale, c'est surtout le développement des cryptos qui vont venir là aussi concurrencer leur base d'épargne si elle se développe. Voilà, donc on voit que c'est un univers qui est en mutation rapide. Je crois que la Banque centrale européenne a bien pris les enjeux et décidé d'avancer, met des moyens pour avancer. Ce sera fait en lien avec d'ailleurs les acteurs. Entre le moment où on prépare la décision et le moment où on sortira avec vraiment une émission, je pense qu'on aura du mal à faire beaucoup moins que les 5 ans envisagés. Okay. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais comme la principale question que j'ai là, elle est pour vous, je ne vais pas la prendre. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Alors, s'il n'y en a pas, moi je vais m'adresser simultanément à vous deux. Pourquoi, si on prend le diagnostic de Julien, pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'innovation aujourd'hui dans le monde bancaire? Pourquoi est-ce qu'on est si tard, entre guillemets? Est-ce que c'est lié à la situation globale de l'Europe ou est-ce qu'il y a des aspects particuliers du monde financier européen? Moi, je vous répondrai d'abord en disant non, c'est pas vrai qu'il y a si peu d'innovation dans le monde bancaire. Dans le cadre des paiements, aujourd'hui, il y a un très très gros projet qui s'appelle EPI, qui essaye, sur une initiative privée de Banque européenne, de mettre en place un nouveau système de paiement retail sur l'ensemble de l'Europe, interconnecté, etc. C'est un projet avec plusieurs milliards potentiellement d'investissements et dont l'avenir, justement, est aussi lié à l'avenir de la monnaie digitale et savoir comment tout ça va se pluguer. Donc, les banques centrales, elles avancent de leur côté, mais j'allais dire, les banques commerciales, elles ont aussi, en matière de paiement, de lourdes innovations. Mais nous, on a encore plus de difficultés
que les banques centrales, c'est qu'il y a une banque centrale par pays, alors que des banques commerciales, il y en a plusieurs par pays. Donc l'articulation, elle est évidemment plus difficile à monter. Et il faut bien se rendre compte que sur les systèmes de paiement, vous avez une très grosse difficulté à mettre des sommes très très importantes sur la table, alors que l'univers est en train de turbuler dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur l'euro digital de gros. C'est que les banques commerciales, elles ont besoin de quelque chose d'un peu directionnel de la part des banques centrales, d'essayer de leur clarifier l'avenir pour qu'elles puissent elles-mêmes développer un business model. Mais vous voyez bien que quand vous êtes gros, qu'on vous demande de mettre en place des systèmes de paiement de gros, tout ça coûte très cher. Et donc, évidemment, se pose la question de la sécurité de vos investissements dans un certain avenir. Je me demande si c'est pas ça le problème. C'est-à-dire que si on attend vraiment d'avoir le cadre, on n'est pas très innovateur. Les innovateurs américains, ils avancent d'abord et puis ils vérifient après comment ils font pour rentrer dans le cadre. Mais bon, non, si. Non, vous ne pouvez pas dire ça. On peut parler de Facebook. Quand vous avez 3 milliards de clients, c'est sûr que vous pouvez avancer un tout petit peu plus vite que les autres. Mais là, on rebondit sur ce que vous disiez. Il y a un gap technologique qui n'est pas propre aux banques. On a eu l'occasion d'en discuter avant. JP Morgan a avancé. Enfin, pardon. Mais les autres banques, on a nous aussi des sujets de tokens et autres. Non, je sais que vous avez un léger biais en matière, on en avait discuté. Non, écoutez, je pense pas. Je pense que c'est une attaque absolument personnelle et qui ne correspond pas à l'analyse économique standard. Mais bon... Vous, à votre avis, pourquoi finalement est-ce que les stablecoins sont dollars et pas euros? Donc les stablecoins, c'est pas la monnaie digitale de banque centrale. On parle d'autres objets. Bon, il y a une explication de premier niveau autour du business model. Qui est lié au fait que quand les premiers stablecoins dollars sont apparus, leur modèle économique était basé sur la capacité de rendement qu'ils avaient sur la réserve que j'évoquais tout à l'heure. À une époque où il y avait quand même un différentiel assez significatif entre ce qu'on pouvait obtenir en dollars et ce qu'on pouvait obtenir en euros. Et donc, il y avait une rationalité économique qui s'est dessinée plus facilement pour eux. Et vous avez posé la question du business model. Et nous, chez Lug, on ne peut pas tirer de rendement de cette réserve qui doit être protégée. Et donc, c'est vraiment sur les mouvements qu'on doit construire un business model. Et ça nous rend un peu différents des autres stablecoins. Après, en tant que praticien de l'innovation, moi, ce que je rencontre au quotidien, c'est effectivement la question de la réglementation. Et c'est la première question qui émerge, en fait. Quand on a des évolutions technologiques, on essaye de se les approprier pour créer des nouveaux usages. Voilà, je suis un multi-entrepreneur, donc j'ai vécu ça dans d'autres vies, si j'ose dire. C'est vrai qu'on a parfois l'impression qu'en Europe, on va d'abord se demander dans quelle case on va vous mettre et quelle réglementation on va vous appliquer, même si au départ vous êtes sur des choses modestes et donc dont l'impact finalement sera limité, et que nos petits camarades aux États-Unis, on est plutôt à les laisser cavaler, à voir comment ils se débrouillent, ils font de l'essai-erreur, ils trouvent des chemins, et après on va voir comment adapter un cadre autour de leur proposition de valeur innovante. Voilà. Après, je l'ai souligné dans mon propos, on a eu un dialogue très constructif et très ouvert vraiment avec les pouvoirs publics autour de la construction du LUG, mais on tourne avant tout autour de la question de la qualification et donc dans quelle case on va être à un moment où finalement on ne sait pas vraiment ce qu'on est, puisque c'est nouveau, ça n'a jamais existé. Un stablecoin, c'est pas de la monnaie électronique, c'est décentralisé, c'est pas complètement de la crypto-monnaie, puisque c'est pas volatile et c'est pas juste le jeu de l'offre et de la demande. Donc c'est vrai que c'est un peu un ovni.
Et cet ovni, quand il arrive sur le champ de discussion, on tourne très très vite autour de la question de la réglementation et des règles applicables. Alors je vais continuer sur... Oui. Oui, enfin, je veux bien essayer de répondre, c'est une vaste question. Le retard de l'Europe, il n'est pas spécifique à ce domaine. Fondamentalement, c'est la Silicon Valley. On sait très bien qu'il y a une culture de l'entrepreneuriat et un avantage technologique des Américains. Dans le cas des crypto-monnaies, je pense que ça s'est doublé d'un cadre réglementaire qui est peut-être... Alors, c'est pas tellement vrai parce qu'il y a eu la loi Pacte. On ne peut pas dire que c'est tellement plus complexe le cadre réglementaire, mais peut-être une culture, en tout cas aux États-Unis, où les gens ont plus une sorte de prise de risque vis-à-vis du risque légal, peut-être. Donc ils font les choses un peu en marge. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'actuellement, la vision dans la crypto, c'est que c'est clairement, en tout cas en marge de la légalité, à la limite de l'illégalité, plein de choses qui sont faites, mais en fait, le modèle qui est adopté, il n'a rien de mystérieux, on le connaît. Il a déjà été mis en place. C'est le même modèle qu'il y a eu pour Uber, c'est le même modèle qu'il y a eu pour Spotify. C'est on rentre, on ne se préoccupe pas d'être dans la loi ou pas, on fait des trucs à la limite de la légalité, on accumule un avantage technologique, on occupe le terrain et quand on est assez gros, on s'assoit avec les régulateurs et on trouve un accord. Et ça, quand on parle avec les gens de la Silicon Valley, c'est clair, c'est comme ça qu'ils voient la chose. Ils se disent là pour l'instant, et d'ailleurs, le marché de la crypto maintenant, il vaut plus de 2000 milliards. Donc il y a 2 ans, il y a un an, je pense qu'il était à 1000. Il y a 2 ans, donc ils sont pas très loin de cette taille critique où de toute façon il va falloir discuter parce que si ça pèse 3, 4, et j'ai regardé Bitcoin hier était à 60 000 $, ça continue. Donc si à un moment ils arrivent à 3 000, 4 000, 5 000 milliards, il y a un moment il va falloir discuter puisqu'il y a un risque systémique pour l'ensemble de l'économie. On ne peut pas faire disparaître 5 000 milliards comme ça. Et donc moi, à mon avis, leur stratégie, elle est très simple. Ils opèrent en marge et quand ils ont un avantage technologique et à une taille suffisante, ils vont trouver un accord. Et ça, c'est pas forcément une culture qu'on a en Europe, pour plein de raisons. Et voilà, donc on vit un peu la même chose qu'on a vécu en fait dans d'autres industries, comme il n'y a pas de Google en France, il n'y a pas de Facebook en France. Alors, voilà. Je pense qu'il n'y a rien de spécifique finalement à la crypto là-dedans. Non, juste pour compléter, le problème, l'économie numérique, c'est une économie où effectivement celui qui gagne, il ramasse la mise, pour reprendre cette traduction en français de winner take all. Et donc, comme on est dans un monde d'économie d'échelle et d'effets de réseau très forts, il vaut mieux pas attendre pour rentrer sur le marché parce qu'on risque d'arriver en étant très, très bien, mais juste on a perdu la guerre parce qu'on est trop cher. Et on n'a pas les clients. Alors, pour changer complètement, et là, une question qui s'adresse, je pense, et on finira dessus, je suppose, aussi bien à vous, Benoît, qu'à Nathalie. Aujourd'hui, au fond, les gens qui utilisent la monnaie traditionnelle et les comptes, ils sont assez confiants dans les banques sur le fait qu'on ne va pas aller trop regarder leurs données. Est-ce que, finalement, avec le numérique et l'euro numérique, on ne rentre pas dans une autre modalité du capitalisme de surveillance ? Je voudrais peut-être commencer à répondre en mentionnant que effectivement les développements du monde crypto va certainement faire monter la pression sous l'angle de la réglementation. D'ailleurs, on l'a vu très bien avec l'annonce du projet Facebook. C'est là immédiatement que le G7 s'est saisi de cette question en indiquant que les global stablecoins, donc ces stablecoins de nature mondiale ou très globale ou pour des dispositifs qui pourraient couvrir de très larges encours, il y a un accord pour que les régulateurs se mettent d'accord avant de l'autoriser. Et on voit bien qu'il y a des discussions et que pour l'instant, un tel global stablecoin n'a pas encore vu le jour. Donc je pense que la réaction réglementaire
va monter en puissance et que c'est la première façon et absolument indispensable parce qu'il y a des enjeux très importants, non seulement de protection du consommateur, de cyber-risque, mais aussi tout ce qui est lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, qui est un enjeu majeur au cœur aussi des réflexions du G7 et plus largement du G20. Donc je pense que l'aspect réglementaire va monter, même si effectivement on a peut-être laissé le terrain de jeu déjà pas mal se développer. Alors, la deuxième chose très importante, c'est de bien penser que pour, en tout cas, tout ce qui est paiement de détail, tous les nouveaux acteurs, ce qu'ils veulent, c'est la donnée. Et qu'il faut bien avoir conscience que leur business model, c'est la vente des données et l'exploitation des données des consommateurs. Donc on a un sujet ici de vie privée et de protection des données qui est tout à fait important et qui est très différent si on prend justement la monnaie numérique de banque centrale, comme d'ailleurs la monnaie émise par les banques, dont le business model n'est pas du tout de vendre les données de leurs clients. Donc il y a une différence fondamentale ici qui sera certainement au cœur d'ailleurs de la réflexion sur la monnaie numérique. La monnaie numérique permettra en théorie de connaître les données des particuliers, comme les banques ont déjà les données des particuliers, mais il y aura évidemment un enjeu et une volonté très forte de garder la protection de ces données dans le monde de l'euro numérique. Moi, je partage ce que vient de dire Nathalie. Les banques, c'est deux choses. C'est l'expertise, on prête à des gens dont on espère qu'ils vont nous rembourser, mais c'est aussi la confiance. On met de l'argent dans une banque, on attend que cet argent soit protégé. C'est la même chose pour les données. On attend que ces données ne soient pas vendues, ne se baladent pas, etc. Avec la monnaie banque centrale, on est dans une situation qui est tout à fait différente, puisque on est dans une... C'est mon boss, ça tombe bien. On est dans une situation qui est totalement différente, qui est la suivante. Ces données vont partir. Une partie de ma vie privée, voilà, la totalité de ma vie privée va devenir totalement transparente. Comment je fais pour conserver un coffre-fort numérique avec mes données? Si j'étais un peu caustique, je dirais, finalement, est-ce que la monnaie banque centrale, ça ne va pas aboutir à un transfert de données massif vers la banque centrale de données privées? Pourquoi la banque centrale, par essence, serait plus vertueuse que de banque commerciale? Après tout, on peut imaginer qu'il y aurait les mêmes travers, d'une manière ou d'une autre. Oh bah j'espère que vous les traitez bien, nos données, donc la Banque centrale va faire pareil. Ah ben parce que nous, on est des commerçants, donc on doit faire plaisir à nos clients. Les banques centrales n'ont pas de clients, alors on ne sait pas ce qu'elles ont d'ailleurs. Vous voyez, donc, non mais on peut, au nom de l'intérêt général, on peut justifier énormément de choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un système où énormément de questions se posent vis-à-vis de la privacy, comme on dit en anglais, et comment on traite ce sujet. Ce sujet, il inquiète beaucoup les citoyens, et comme le sait Nathalie mieux que personne, dans la consultation sur ce sujet menée par la Banque centrale, la grande majorité des questions et des interrogations portaient justement sur le respect de cette privacy. Nous, et Joël, je vais vous inviter à voir ce que fait BPCE, parce que vous allez voir qu'on fait beaucoup plus de choses que vous l'imaginez. On est en réflexion sur le recueil du consentement, parce que ça, c'est un sujet qui est très important. On a des données privées. Finalement, on vous demande au début, est-ce que vous êtes d'accord sur... Vous cliquez, puis après, voilà. La question du consentement, c'est une question qui est très, très, très démocratique, et c'est une question absolument fondamentale pour l'essor de toutes ces données digitales, de cette monnaie digitale. Merci beaucoup. Je crois que donc ça fait... J'espère que vous avez pu voir à quel point les questions sont diverses et non encore totalement tranchées. Voilà, je tiens à remercier l'ensemble des intervenants pour leur participation. Merci. Merci.